Alors maintenant que l'on a vu un petit peu Vue.js, on a appris à pratiquer, on va voir l'écosystème qu'il y a autour, c'est-à-dire l'ensemble des librairies qui sont disponibles pour travailler avec Vue.js et on va se consacrer principalement aux librairies qui sont développées par les créateurs de Vue.js. Et pour commencer, on va découvrir Vue Resource. Donc Vue Resource, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va vous permettre de communiquer avec une API REST, mais globalement et plus largement, ça permet de travailler avec de l'Ajax. Donc plutôt que d'utiliser directement de l'Ajax native et de galérer un petit peu à créer votre système, il vous propose une petite architecture pour pouvoir communiquer plus simplement avec votre serveur. Donc je tiens à le préciser et j'insiste vraiment sur ce point-là, Vue.js n'a pas forcément d'opinion sur comment faire les choses. Et au niveau de la communication avec un serveur, vous pourriez utiliser n'importe quelle librairie Ajax, ça fonctionnerait. Le principal avantage qu'offre Vue Resource, vous allez le voir, c'est qu'il est directement intégré dans Vue.js. Alors pour l'instant, je n'ai absolument rien. On va repartir d'un projet vide, histoire de tester un petit peu les choses. Donc on fait un coup de Vue init. Donc j'utilise ici Vue CLI. On va démarrer sur le template Webpack 2.0. Et on va l'appeler Vue Resource. Donc ce projet, on va l'appeler Vue Resource en minuscule pour éviter les soucis. On laisse le nom par défaut, le nom de l'auteur par défaut. On passe en runtime. On laisse le slint. On va utiliser ce standard-là. Et non, on ne veut pas utiliser les tests unitaires. Ensuite, je me rends donc dans le dossier qui va contenir Vue Resource et je fais un coup de npm install. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça avec mon IDE. Du coup, au niveau de notre système, on va prendre le composant app.vue qui est proposé par défaut et notre idée, c'est de se dire, dans ce composant-là, je vais afficher une liste d'utilisateurs que je vais récupérer sur un serveur. Donc, je vais enlever tout ce qui est dans la div app et je vais créer ici un objet qui contiendra différents utilisateurs que je vais appeler users. Et là, on ne va pas avoir de sous-composants. On va véritablement garder le truc de base. Donc pour que cet objet ne pose pas de problème, on va définir un state par défaut au niveau de notre composant app. Et on va lui dire que par défaut, on aura des utilisateurs et ça sera un tableau vide. Et j'enlève le style qui est proposé par défaut par Vue.js. Voilà. Donc maintenant, je vais lancer mon serveur. Donc je vais me rendre dans mon dossier. Je fais un coup de npm run dev. Donc pour installer Vue Resource, la première étape, ça va être de l'importer. Donc on peut l'importer de deux manières, soit on peut l'importer depuis un CDN, donc là ça va être utile si vous avez choisi de ne pas travailler avec des outils tels que Webpack ou autre, et là ça va le charger globalement et ça va l'injecter dans Vue.js, soit si vous utilisez un système de modules, comme c'est le cas ici chez nous, on peut faire un coup de npm install Vue Resource, donc là on va taper ça au niveau de notre terminal. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet histoire de laisser mon serveur tourner et je fais un coup de npm install et je save histoire que ça reste au niveau de notre package.json. Une fois que l'on l'a, on peut le charger dans notre application. Donc au niveau de notre main.js, là où on a l'instanciation de Vue.js, on peut faire un coup de import. On importe Vue Resource from Vue-resource. Une fois que l'on a cet objet-là, on peut l'injecter dans Vue.js en faisant un coup de Vue.use et on lui dit d'utiliser Vue Resource. Donc ça, c'est le système de modules et de plugins de Vue.js. Voilà, donc une fois que l'on a ça, on a directement maintenant dans tous nos composants une propriété $HTTP qui va nous permettre de communiquer avec le serveur. Alors ici, je n'ai pas de serveur à disposition, donc je vais tout simplement utiliser JSON Placeholder. C'est un petit service qui permet de distribuer des JSON et de tester entre guillemets des API sans forcément s'embêter. Donc, je vais prendre cette URL là et mon but c'est d'appeler cette URL là et de récupérer les résultats. Donc pour utiliser Vue Resource, il y a une toute petite documentation. Donc vous avez la partie configuration, c'est ce que l'on vient de faire. Mais on a ensuite une partie HTTP request et plein de trucs. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est la partie dans HTTP request. Donc au niveau de notre composant app.vue, si je veux récupérer l'instance de Vue Resource, donc là on va le faire dès que le composant est monté. Donc on va faire un mounted, on pourrait même le faire dans data, mais bon, on va plutôt le faire dans la mounted. Mais je peux lui dire, je veux appeler en get cette URL là. C'est ce que vous voyez ici. Il est possible de passer d'autres paramètres. On peut lui passer par exemple un tableau d'options qui va permettre de renvoyer des headers supplémentaires. L'ensemble des options qui sont disponibles ici sont affichées dans ce petit tableau là. Donc nous, pour l'instant, on n'a pas besoin de quelque chose en particulier, on a juste transmis l'URL et ça suffit. Donc après, ça utilise un système de promesses. Donc lorsque cette requête va être faite et qu'on obtiendra les résultats, il suffit de faire un .ven et ça prendra en premier paramètre le callback en cas de succès et ça prendra en second paramètre le callback en cas d'erreur. Donc là, on va faire un coup de console.log erreur et on affichera la réponse.
Et si ça a bien fonctionné, on va aussi faire un console.log de success. Et ensuite, on affiche la réponse. Donc là, c'est pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais me re-rendre sur Vue Ressources. Je sors cette fois-ci mon inspecteur, que je vais mettre sur la droite de mon écran. Et on réactualise. Donc là, je vois bien que ça a mis success. Et j'ai un objet de type response. Donc dans cet objet, on a différentes informations. On a le body qui contient la réponse. On a un data qui est la réponse mais parsée au format JSON. Et ensuite, on a le statut et d'autres choses. Si vous avez besoin de plus d'informations, donc c'est pareil sur cette petite documentation, vous avez en dessous du tableau d'options le tableau response qui vous montre le format de cet objet-là. Donc nous, dans notre cas, on veut directement récupérer les informations, donc on peut les faire en faisant JSON. Ou on peut les faire aussi en utilisant data. Donc là, c'est à vous de voir. Du coup, à cet endroit-là, je peux lui dire directement, fais un coup de this.users égale les données que tu as récupérées. Donc ça sera response.data. Si je sauvegarde et que je regarde au niveau de ma page, j'obtiens bien mon JSON qui contient la liste des utilisateurs. Donc si je le souhaite, je peux aussi utiliser ces méthodes-là. Donc par exemple, si je veux le truc au format JSON, je fais un coup de JSON. Du coup, comme indiqué dans la documentation, ça renvoie une promesse. Et après, sur cette promesse-là, je peux faire un point ven. Et ça va lancer un callback. Donc là, je ne sais pas du tout le format des données. Donc on va mettre data et on fera un console.log de data. Du coup, à ce niveau-là, dans Data, je me retrouve avec le même objet. Donc là, je peux faire un coup de this.users, la même chose, this.users égale response, égale data directement. Et là, hop, on enlève ça. Du coup, après, je ne sais pas si ça vaut le coup de débugger et de voir si on a une erreur à cet endroit-là. Je n'ai pas forcément exploré plus que ça le système de vue ressources, mais voilà comment vous pouvez vous assurer que vous avez un JSON. Donc nous, dans notre cas, vu que l'API répond directement correctement, comme je l'ai dit, on peut faire directement un coup de response.data et ça nous permet d'obtenir le résultat plus rapidement. Alors du coup, on va un petit peu améliorer la présentation parce que là, c'est pas forcément idéal et on va utiliser un petit peu de template HTML. Donc, histoire d'avoir un peu de CSS plutôt sympa, au niveau de mon index.html, je vais charger Semantic UI. Donc, j'ai choisi d'utiliser ce framework CSS, mais vous pouvez littéralement utiliser n'importe lequel, histoire de présenter les choses correctement. Maintenant, au niveau de mon app.vue, je veux lister les différents utilisateurs de manière un petit peu plus visuelle. Donc on va imaginer avoir 4 colonnes, donc là c'est div.ui.for.colonne et c'est sous forme de grille. Et à l'intérieur je vais avoir donc une colonne par utilisateur, donc c'est à cet endroit là qu'on va faire un v-for et on va lui dire pour chaque utilisateur dans users. Ensuite je vais présenter ça sous forme de carte, donc je fais un div.ui.card, donc là encore une fois c'est spécifique de mon framework. Et à l'intérieur je vais mettre le nom de l'utilisateur, donc je vais créer un petit header. Et dans ce header, je vais mettre le nom de l'utilisateur. Donc pour mettre ce nom, ça sera user.name. Voilà, et j'enlève comme ça la liste des utilisateurs qui sont affichés à cet endroit-là. Si maintenant je regarde ma page, ça me permet comme ça d'avoir ces petites boîtes-là. Donc là, je vais mettre un petit peu plus de contenu. Alors, je vais recopier parce que ça n'a pas véritablement grand intérêt à cet endroit-là. J'ai juste mis un champ ici de type vmodel, de type texte plutôt, et à l'intérieur, même on peut préciser le type texte, j'ai mis le vmodel. L'idée, c'est de pouvoir updater le nom des différents utilisateurs. En dessous, j'ai mis la description avec son adresse. Donc tout ça, c'est tout simplement des informations que je récupère depuis l'API. Ensuite, je vais créer deux boutons. Un bouton qui va me permettre de supprimer l'utilisateur et qui devra du coup communiquer avec le serveur pour lui dire j'ai supprimé les informations. Et je vais créer aussi un bouton pour modifier l'utilisateur. Donc modifier par rapport aux informations qui ont été tapées dans ce champ-là. Donc là, je vais créer une nouvelle div qui va s'appeler Extra Contents. Et à l'intérieur, je vais créer deux boutons. Donc, hop, deux boutons. Alors, il n'accepte pas quand je fais un tab, il lui faut nécessairement le nom de la balise HTML, je ne sais pas trop pourquoi. Et on est parti. Donc là, je crée mon premier bouton, qui sera un bouton vert, et on va l'appeler modifier, qui permettra de supprimer l'utilisateur. Et je crée le même bouton en dessous, mais qui lui sera en rouge, et qui s'appellera supprimer. Si maintenant je regarde au niveau de ma page, j'ai bien mes deux boutons. Alors ils apparaissent un petit peu n'importe comment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Mais voilà, là ils apparaissent correctement. Du coup, il me faut faire les actions qui correspondent. Donc là, je vais lui dire, lorsque tu cliques sur ça, je veux que tu édites ou que tu saves l'utilisateur qui va s'appeler user. Et lorsque tu cliques sur ce bouton-là, @click, je veux que tu le supprimes. Alors, on pourrait tenter d'appeler delete,
par expérience, delete c'est un mot-clé de JavaScript, ça crée une chier de problème. Donc on va plutôt l'appeler destroy user. Voilà. Donc ces méthodes n'existant pas, il va falloir les créer. Donc, je vais créer une première méthode qui va s'appeler save. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. Qui prendra en paramètre l'utilisateur et qui fera un petit peu de choses. Et ensuite, je vais créer une autre méthode qui va s'appeler destroy, qui prendra en paramètre le user et qui fera d'autres choses. Donc là, c'est relativement simple. On va devoir faire un petit peu la même chose que à cet endroit-là. On peut faire un vis.$HTTP. Le nom de la méthode à utiliser. Donc on a utilisé get parce qu'on souhaitait faire ça en get. Mais là, si je veux modifier des informations, j'appelle ça en put. Je lui passe en premier paramètre la même chose, c'est-à-dire l'URL. Et en second paramètre, je lui passe les données. Donc les données, ça peut être un objet sous forme d'un objet JSON, mais là où c'est vraiment sympa, c'est qu'on peut aussi lui envoyer un form data. Donc si vous voulez par exemple appeler une URL et y envoyer des fichiers, ça peut être plus pratique de travailler avec l'objet form data natif du navigateur. Donc après, il faut adapter suivant les cas. Nous ici, on veut juste changer le nom de l'utilisateur, donc c'était le name, et on lui enverra le user.name, parce que c'est ce qui était dans le vModel. Et après, ça reprend le même concept, c'est-à-dire qu'on obtient une promesse, et cette promesse nous renvoie d'un côté la réponse si jamais il y a eu un succès, et l'erreur s'il y a eu une erreur. Donc maintenant, j'ai mon petit code ici, je sauvegarde. Ah, il va me sortir toujours une erreur parce que j'avais laissé un espace ici, mais si je l'enlève, ça refonctionne correctement. Je vais modifier cet utilisateur et je clique sur modifier. Au niveau de ma console, je vois que j'obtiens une petite erreur. Il me dit qu'il ne trouve pas cette page. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne correctement. Dans le cadre d'une API REST, ici, il faudrait que je lui envoie l'ID de l'utilisateur. Donc là, je rajoute user.id. Voilà. Ce qui permet du coup de résoudre le problème. Si maintenant je clique sur modifier, je tombe sur une petite erreur en console parce que j'ai laissé ce bout de code qui évidemment est planté. Mais si je regarde au niveau de ma partie réseau, j'ai bien eu un update qui a été fait et qui a bien renvoyé un code de type 200. Donc en l'occurrence, JSON placeholder, il me renvoie une réponse avec juste le nom qui a été modifié. Moi, dans mon cas ici, je ne veux pas faire grand chose, donc je peux laisser ça vide pour le moment. Si vous voulez afficher un petit loader pour pouvoir indiquer à l'utilisateur qu'il est en train de se passer quelque chose, vous pouvez le faire. Tout en haut de ma page, je vais créer une div qui va s'appeler UI active dimmer. Et à l'intérieur, je vais créer mon loader. Si je fais ça, et hop, je n'oublie pas de mettre la div, ça va m'afficher un loader en permanence, qui va s'afficher comme ceci. Je n'ai pas envie de l'afficher tout le temps, donc au niveau de mon état, au niveau de mon composant, je vais lui préciser que je vais avoir une nouvelle propriété loading qui sera false par défaut. Et je vais lui dire de n'afficher ce loader-là seulement si on a loading qui est égal à true. Du coup, il ne va plus s'afficher. Et ce que je peux faire, c'est qu'avant chaque requête, par exemple lors du save, je peux lui dire « Je veux que tu charges le système » en mettant un vis.loadingTrue. Tu fais ta requête. Si jamais j'ai une erreur ou si jamais j'ai un succès, je veux l'enlever. Donc là, je peux utiliser le système des callbacks, je peux utiliser le système des promesses qui continuent à se renvoyer et plutôt utiliser une nouvelle fonction qui, elle, sera lancée quoi qu'il arrive. Et dans cette fonction-là, je lui dis de faire un vis.loading égale false, histoire qu'il retire le loader. Si maintenant, je réactualise ma page, donc je vais virer ce que j'avais en console. Hop. Dans cette partie-là, je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Si ce n'est, mais là j'ai quand même besoin de cette fonction parce que j'ai besoin de capter l'erreur, donc on va laisser ça. Si maintenant je clique sur modifier en passant le réseau en réseau très très lent, on va mettre de la bonne 2G. Je clique sur modifier, je vois que le loader s'affiche et qu'après il disparaît. Au niveau de ma console, je n'ai rien parce que je n'ai rien au niveau de ce code-là. Mais si je regarde dans ma partie réseau, j'ai bien eu une communication qui s'est faite à ce niveau-là. Donc ça veut dire que mon système fonctionne correctement. Si maintenant je veux mettre en place le système de suppression, donc je vais enlever le throttling au niveau du réseau, c'est un petit peu la même chose. Je lui dis, je veux que tu appelles en HTTP et que tu appelles avec le verbe delete l'URL qui correspond à mon utilisateur. Donc là c'est exactement la même chose que ce que j'avais plus haut, c'est ce petit truc là. Et après, en cas de succès, je veux que tu fasses quelque chose. Donc là on va lui dire, on va lui faire exactement le même code que plus haut. Voilà, pour le coup c'est pas très original. C'est à cet endroit là. Et pour que le loader s'affiche correctement, dès le début, je vais mettre un vis.loader, loading plutôt égale true. Et lorsque le système a bien réussi, donc c'est à cet endroit-là, je vais retirer mon utilisateur. Donc je vais lui dire vis.users égale vis
.users et on les filtre en lui demandant de retirer l'utilisateur qui correspond à ce qui a été donné. Donc on va faire U et doit être différent de user. Voilà, ça permet de gérer le système de suppression. Au niveau de mon système, je vais supprimer par exemple Patricia, je clique sur supprimer, je vois le petit loader et ensuite elle a bel et bien disparu. Donc mon système fonctionne correctement. Donc ça c'est le premier système que l'on peut mettre en place, mais vous le voyez c'est relativement chiant parce qu'on doit écrire l'URL systématiquement, c'est un petit peu pénible. Donc on a la possibilité de créer des ressources. Les ressources permettent de faire le lien avec un point de notre API. Donc pour créer une ressource ici, on fait un coup de vis.$ressource. Donc c'est pareil, c'est une propriété qui a été injectée par le vue.use vue-ressource. Et on va mettre une URL. Donc là on va mettre cette URL là. Et ensuite, on va lui préciser qu'on peut avoir un ID. Donc là, on utilise une petite syntaxe qui est expliquée donc, dans la partie vue ressources. Si vous remontez tout à la racine, on vous explique qu'il supporte les URI templates. Et c'est exactement ce que l'on est en train d'écrire ici. Donc lorsque un ID sera passé en paramètre, il l'injectera au niveau de cet endroit-là. Donc ça nous renvoie un objet de type vue ressource que l'on va pouvoir ensuite utiliser. Donc cet objet-là, je vais le stocker dans mon instance en faisant vis.$user égale cette ressource-là. Et là, je l'ai mis dans le save. Moi, ce que je vais plutôt faire, c'est le mettre dans le mounted. Et je vais essayer de retrécir un peu la fenêtre, histoire que ça ne passe pas sur deux lignes et que vous voyez un petit peu mieux le code. Donc lorsque l'on monte notre objet, on crée cette nouvelle ressource. Ensuite, lorsque je veux récupérer différents utilisateurs, je utilise ma petite ressource, donc c'est ici user. Et sur cette ressource-là, j'ai la possibilité d'appeler différentes choses. Donc c'est ce que vous voyez au niveau de la documentation dans la partie Creating Resource. Vous pouvez utiliser ces différents appels. Donc nous, on veut récupérer plusieurs enregistrements, donc on utilise query. Donc là, je lui demande de faire un vis.user.query. Et après, ça prend le même format que d'habitude, un then, et c'est une promesse. Donc là, à cet endroit-là, si je réactualise, j'obtiens le même résultat. Il a appelé la même URL et il a listé les différents utilisateurs. Lorsque maintenant je mets à jour un utilisateur, je ne suis plus obligé de faire un put et de me compliquer la vie. Je peux lui dire de faire un coup de vis.$user, ma ressource, .update, et je vais lui dire quel utilisateur il doit uploader. Je vais lui dire il faut que tu uploades l'utilisateur qui a l'ID qui correspond à user.id. Et ensuite, je lui dis qu'est-ce que je veux que tu updates. Donc là, je lui passe le même objet que tout à l'heure, un objet qui contient la propriété name, et je veux que tu lui envoies le user.name. Et après, même chose que tout à l'heure, ça renvoie une promesse qui fait tout le reste. Dans la partie destroy, j'ai pareil un verbe qui s'appelle remove. Donc là, je lui dis, je veux que tu supprimes l'utilisateur qui va avoir l'ID qui correspond à user.id. Donc je lui dis comme ceci. L'avantage, c'est que maintenant, j'ai qu'à un seul endroit l'URL qui a été contrôlée. Si plus tard mon API change d'endroit, il me suffit de changer ce paramètre-là. Du coup, je sauvegarde ici et maintenant, je vais réessayer. Alors là, je vais nettoyer un petit peu ce qui s'est passé au niveau des erreurs et on va repasser sur le truc à droite. C'est pas idéal, mais c'est pas grave. Je clique sur modifier, je vois que mon loader s'affiche. Au niveau de ma partie réseau, il a bien fait un appel en put et ça fonctionne correctement. J'essaie de supprimer ici Clémentine, ça fait un appel en delete et après ça me renvoie bien le résultat. Et Clémentine a bien disparu. Alors vous voyez deux requêtes passer, c'est tout simplement parce que ici j'appelle un JSON externe sur un autre domaine et du coup il fait une requête de type option pour savoir si on peut taper cette API là. Du coup c'est véritablement tout ce qu'il y a à connaître sur vue ressources. Ceci étant dit, on va pousser un petit peu les choses pour aller un petit peu plus loin. Donc d'abord au niveau de votre instantiation, vous avez la possibilité de le configurer. C'est ce que vous voyez dans la documentation, dans la partie configuration. Il est possible de préciser directement au niveau de vue différentes options qui vont ensuite être balancées aux enfants. Donc dans mon cas, je n'ai pas forcément envie de préciser le nom de domaine tout le temps, parce que ce nom de domaine, on peut imaginer vouloir le changer. Donc là, au niveau de notre partie vue, on va retirer notre domaine, et on va aller plutôt dans le main.js, le préciser de manière globale. Donc là, on fait vue.http, donc ça c'est une nouvelle propriété qui est injectée grâce à ce vue.use, et ensuite on peut lui préciser différentes options. Et là, on va lui préciser l'option route. Et on va lui dire, voilà l'URL racine de notre système. Donc si j'écris ça comme ça, il va péter des câbles parce que le standard veut qu'on ait des simples quotes et on va retirer l'espace qu'il y a au-dessus. Donc voilà. Si je regarde au niveau de ma page, j'obtiens toujours une erreur. Il me dit qu'il n'arrive pas à accéder à users. Et là, on voit qu'il ne prend pas en compte mon route.
Alors c'est un petit bug lié à l'utilisation de routes. J'ai regardé un peu sur le core et même sur la documentation. C'est pas forcément encore très clair comment ça fonctionne. Mais globalement, ici, il faut pas forcément mettre de slash devant. Si vous mettez un slash, il va penser que vous voulez partir du nom de domaine courant et du coup, ça crée ce petit souci-là. Si du coup je regarde la page, cette fois-ci, le nom de domaine a bien été pris en compte. Voilà, donc ça c'est un cas particulier, mais si jamais vous voulez préciser une racine, il faut faire attention à ça. Après, je vous mettrai le lien vers cette issue-là, il faudra la suivre pour voir un petit peu c'est quoi là, entre guillemets, la bonne façon de faire. Donc après, un autre cas qui peut être utile, c'est le cas où vous avez envie d'envoyer des headers supplémentaires. Par exemple, si vous avez un serveur qui a besoin d'entêtes avec du CSRF ou des choses comme ça. C'est ce qui vous montre aussi dans cette documentation-là. Hop, lui, il rajoute ce header-là. Donc c'est un header authorization, par exemple, qui renvoie un token qui pourrait être ensuite interprété par le serveur. Donc si on fait ça, et qu'on réactualise notre page, dans la partie users, maintenant il envoie ce header d'autorisation. Donc il est possible de définir les options directement comme ça, ou il est aussi possible de les définir à cet endroit-là, en mettant HTTP, et directement dans l'instance, on initialise les différents paramètres. Alors j'ai essayé de mettre les paramètres qu'ils ont donnés sur la documentation, c'est-à-dire qu'ici, donc il vous donne cet exemple-là, et il dit, ah mais vous pouvez aussi mettre les valeurs par défaut comme ceci. Donc là c'est ce que l'on va faire, hop, on fait ça. Je retire du coup ces deux lignes. Alors pour l'instant, je vais les commenter. Vous allez voir pourquoi. Hop. Voilà. Et je n'oublie pas de mettre une virgule ici. Si je regarde ma page web, je vois que ça ne fonctionne pas. Au niveau de users, il n'utilise pas du tout le root. Et si je regarde au niveau de mes entêtes, il n'y a pas du tout le header d'autorisation. Donc quelque chose me dit que ça ne fonctionne pas encore, ou il y a un bug qui a été introduit. Donc pour l'instant, voilà, il faut utiliser cette méthode-là. Autre feature qui est intéressante, c'est la possibilité d'avoir des intercepteurs. Les intercepteurs permettent de rajouter un comportement lorsque la requête est appelée ou lorsque la réponse est obtenue. Donc l'information sur les intercepteurs est disponible dans la partie HTTP Request et Response. Et si vous descendez tout en bas, on vous explique qu'il est possible de créer un intercepteur de la manière suivante. Comme ceci. Donc là, on va prendre notre petit système et on va regarder à quoi il ressemble. Donc on fait un vue.http.interceptors et on push, donc on en rajoute un, qui prend deux paramètres, la requête et le next. Donc là par exemple, il modifie pour toutes les entêtes qu'il reçoit et il passe l'entête en post. Ensuite, au niveau de la réponse, il supprime le body et il le modifie en mettant juste 3 points de suspension. Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais c'est ce qu'il fait. Donc si je nettoie le code pour qu'il corresponde à mon standard, hop, et que j'enlève tous ces points-virgules, hop, et que j'enlève le double espace ici, voilà, et que je regarde au niveau de mon système. Si je regarde la partie console, mon système users ne passe pas parce qu'il essaie automatiquement de faire un post par défaut. Et là, il a intercepté tout. Et au niveau de ma partie response, je vais obtenir simplement 3 points de suspension parce que c'est ce qu'il a fait. Donc du coup là comme ça c'est absolument et complètement inutile, on est d'accord, mais par défaut Vue.js a quelques intercepteurs qui sont plutôt pratiques et qui sont directement distribués. Donc par exemple, vous allez dans la partie HTTP interceptor, vous avez un before. Ce before permet de regarder si dans la partie request on avait une option before et de l'appeler si on doit l'appeler. Donc par exemple, ce que je faisais au niveau de mon app.vue, c'est que je disais pour chaque requête, à chaque fois je dois définir le loading à true et après je le mettais à false. Et après, je le mettais à false, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça peut être pénible. Donc, directement au niveau de l'initialisation de ressources, je peux lui préciser d'autres paramètres. Donc là, c'est ce que vous voyez dans la partie ressources. On peut lui préciser des paramètres supplémentaires. Là, on va rien mettre. On peut lui préciser des options. On peut lui préciser ensuite des actions. Donc là, c'est pour ajouter des actions en plus de celles qui sont définies. Nous, pour l'instant, on va laisser vide. Et ensuite, on peut lui préciser un tableau d'options. Et dans le before, on va lui dire d'exécuter une fonction et on va lui passer le contexte actuel et on va lui dire je veux que tu mettes un vis.loading à true. Voilà. Maintenant au niveau de mon système, j'enlève ce vis.loading et j'enlève ce callback. J'enlève ce callback et j'enlève le vis.loading. Si je regarde au niveau de ma page, hop, lorsqu'une requête est faite, le loading apparaît correctement. Et par contre, rien ne se charge en arrière-plan parce que effectivement, j'ai laissé mon intercepteur dans le main.js et cet intercepteur va tout casser. En revanche, il reste affiché parce qu'il faut que maintenant je lui dise de se masquer. Alors, j'ai regardé au niveau de la documentation, il n'y a pas de after, mais ce que l'on peut faire, c'est s'inspirer de leur intercepteur et utiliser un petit peu la même chose. Donc là, on prend leur intercepteur. Donc, hop, je vais recopier mon code.
On va pas modifier ce qui est passé au niveau de la request, on s'en fiche. Nous, c'est lorsque l'on obtient la réponse. Donc lorsque l'on obtient la réponse, on va vérifier est-ce que notre request a un objet after, et si notre request a un objet after, dans ce cas-là, on va l'appeler. Donc là, on va lui dire, donc on ne va pas utiliser l'option isFunction, on va lui dire si notre objet a une propriété after, dans ce cas-là, je veux que tu appelles cette méthode en lui passant this, et je veux que tu lui passes aussi la réponse. Voilà, donc là j'ai créé entre guillemets mon petit intercepteur. Maintenant au niveau de mon app.vue, je peux lui dire qu'est-ce qu'il doit faire lors de l'after. Donc lors de l'after, il obtient la réponse, et on va ne pas l'utiliser donc on n'en a pas besoin. Et on va lui dire ensuite de faire un this.loading égale false. Et là on a mis en place un petit comportement automatique qui permet d'afficher et de masquer un loader dès qu'une requête arrive ou dès qu'une requête est terminée. Si je réactualise ma page, hop, je vois le loader s'afficher une demi-seconde. Alors on va forcer notre réseau à être un petit peu plus lent. Donc là on va mettre allez, du GPRS. Je vais cliquer sur modifier, je vois mon loader s'afficher et dès que la requête a terminé, automatiquement il disparaît. Alors il est possible, et c'est ce qui vous est montré dans l'intercepteur de démonstration, et c'est plutôt dans la partie petites astuces qui se trouve ici, vous avez la possibilité lorsqu'une requête est faite de faire un abort. Donc vous pouvez avoir un intercepteur qui, dans son before, fasse un request.abort. Et dans ce cas-là, ça cancelle la requête et ça permet d'éviter de faire plusieurs requêtes à un serveur. Donc on peut imaginer avoir un système de debounce, par exemple, dans une recherche Ajax pour éviter de faire de l'Ajax en permanence. Après, c'est à vous un petit peu d'imaginer les choses. Mais voilà pour ce petit tour d'horizon de vue ressources. Donc globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un outil qui va vous permettre de mieux communiquer, ou en tout cas de communiquer plus simplement avec une API. Donc c'est un outil qui s'intègre plutôt bien avec Vue.js parce qu'il vous injecte cet objet $HTTP et $ressources qui vous permettra de créer des ressources et des choses à la volée. Et il y a en plus ce petit système d'intercepteur qui permet de greffer un comportement à appliquer à chaque requête. Donc moi, c'est quelque chose que je trouve plutôt pratique. Après, c'est pas complètement indispensable dans le sens où il y a d'autres librairies qui font aussi bien le taf, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est plutôt pratique d'avoir les choses. Mis à part ces petits soucis qu'on a rencontrés au niveau de la configuration. Donc j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair dans cet outil-là et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.